Alors nous sommes même en avance dans le temps, ça commence bien. La conférence d'ouverture, comme vous voyez dans le programme, sera prononcée pour Serge Bouchard. Avant de laisser la place à M. Bouchard, je vais vous parler un peu de son parcours. Diplômé de l'Université de McGill et de l'Université de Laval, M. Bouchard est d'abord chercheur dans le domaine de la nordicité. Docteur en anthropologie et spécialiste des peuples amérindiens, il a réalisé de nombreuses études de terrain sur la côte nord, le Labrador, les Nunavut, la baie James et le Yukon. Pendant plus de 20 ans, il occupe des emplois aussi divers que ceux de directeur des services de recherche en sciences humaines, de commissaire aux audiences publiques de Montréal, de conseiller formateur et de conseiller de management et organisation du travail pour différentes organisations d'ici et de l'étranger. À titre d'écrivain, d'essayiste et de chercheur, Serge Bouchard a publié 15 ouvrages et une soixantaine d'articles portant notamment sur les Inuits, les Amérindiens, les Métis et les peuples autochtones de l'Amérique du Nord. Communicateur chevronné, il anime en compagnie de Bernard Arcan l'émission Les lieux communs à la première chaîne de Radio-Canada avant de devenir chroniqueur à l'émission Indicatif présent. Serge Bouchard a tenu la chronique d'humour Bien vu dans la revue Québec Science, à laquelle il continue de collaborer, de même qu'il collabore à l'Inconvénient, revue littéraire du département des études français de l'Université de McGill. En plus de participer à de nombreux documentaires et des émissions de télévision, il continue de partager sa vision anthropologique du monde pour le grand plaisir de ses fidèles auditeurs dans les émissions Une épinette noire nommée Diesel, Les chemins de travail et Des remarquables oubliés, dans laquelle il réhabilite des grandes figures occultes de l'histoire du Québec, du Canada ou plus largement de l'Amérique française. On dit de son dernier ouvrage, C'était au temps de Mammouth Laineux, qu'il constitue la plus autobiographique de CCC. On invite donc M. Bouchard à venir à partager avec nous ses libres réflexions sur les thèmes de la journée et qui sait où il nous amènera et par quel chemin de travail. M. Bouchard. Je vous remercie pour cette belle présentation. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. J'ai très peu de temps et il y a eu plusieurs avertissements sur le chrono. Alors, je vais le respecter. Je vais respecter mon chrono. Et moi, j'ai peu de temps, moins que les conférenciers. C'est la conférence d'ouverture qui va être courte. Néanmoins, je le souhaite significative et pleine de signification. Oui, la présentation, on vient de me présenter, et puis quand j'écoute à chaque fois les présentations, je suis déjà fatigué juste à l'entendre. Mais c'est une question d'art, peut-être qu'il va être le temps bientôt que je passe la main à des plus jeunes pour faire des conférences puis des recherches. Oui, le sujet, puisqu'on m'a demandé de vous présenter ce matin, c'est un long chemin qui a été parcouru pour moi. Je veux vous parler de certains contextes, puis vous mettre en opposition des contextes qui montrent bien combien il faut se surveiller quand on est des humains. Une des grandes tâches des êtres humains, c'est la vigilance envers soi et envers la société. L'être humain est une créature très complexe, c'est un de vos thèmes, c'est la plus complexe des créatures dans l'univers connu, dans l'univers du vivant. C'est la plus complexe des créatures. On l'oublie trop souvent. On l'oublie, on se prend pour acquis. On se prend facilement pour ayant nos habitudes. Or, nous sommes une créature qui avons toutes les qualités et les défauts qui viennent avec. Et le principe de vigilance et de surveillance et de maturité, bien ça, c'est des choses très importantes. Rien n'est acquis chez l'humain. Et je vais vous en donner un exemple frappant. Dans la présentation, vous avez entendu
que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, c'est vrai, dans le Grand Nord canadien et dans le Nord canadien. J'ai beaucoup travaillé dans les cultures amérindiennes de l'Ouest canadien et de l'Est canadien, chez les Inuits aussi. Alors, je vais vous parler des enfants. Il a été remarqué, il faut rendre un choix rapide, il a été remarqué chez les Amérindiens depuis toujours, depuis des temps immémoriaux, depuis des temps anciens. Les missionnaires l'avaient remarqué, les missionnaires en sont même offusqués d'une certaine façon, qu'il n'y avait rien de plus précieux au monde dans la culture, notamment des Algonquins ou des Dénais, où il n'y avait rien de plus précieux au monde dans ces sociétés nomades de chasseurs du Nord que les enfants. Les enfants étaient précieux, mais c'était précieux pour la survie, c'était précieux pour la continuité de la vie. Les chasseurs nomades étaient très au courant de leur fragilité, de la possibilité de disparaître tout simplement. Donc, on avait encore le sens que les enfants étaient la réparation du monde et la continuité du monde. Il y a plus que ça, beaucoup plus. Toutes ces sociétés du Nord avaient développé une culture, une véritable culture de la relation, une relation démesurée d'affection et envers les enfants. Donc, les enfants, dans la culture traditionnelle, constituaient le bien le plus précieux, la créature la plus précieuse dans la société. À ce titre, c'était très choquant, c'est très choquant, ce plan éducatif, car il laissait tout faire aux enfants. Moi-même, je l'ai vu quand j'étais jeune anthropologue. Les enfants avaient tous les droits. Et quand on dit que les enfants ont tous les droits, bien là, toutes les cultures et la diversité culturelle, comment dans chaque culture on voit et on élève nos enfants. Ça, c'est très intéressant. Quel est notre rapport aux enfants dans chaque culture? Les Amérindiens, en général, laissaient tout faire aux enfants. Alors, les missionnaires protestants ou catholiques étaient scandalisés de voir comment les Indiens élevaient leurs enfants. Ils leur laissaient tout faire, et quand on dit tout, ça veut dire tout. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même jeune. On est dans les années 60 et c'est dans le Nord. Il n'y a pas beaucoup de biens du Sud, il n'y a pas beaucoup d'objets du Sud dans le Nord, et c'est le début de la sédentarisation, le début des réserves indiennes au Labrador. J'étais avec un ami, un homme qui ne parlait ni le français ni l'anglais, qui parlait seulement inou, un chasseur. Et il en était dans sa deuxième année dans une maison du gouvernement. Donc, il venait de quitter le territoire, puis il y avait un enfant. Et puis cet homme avec qui je fumais des cigarettes, puis on jasait, puis comme anthropologue, j'apprenais la langue à l'époque, alors j'ai une longue période avec lui. Et puis il avait fait venir, il y avait quelque chose de très précieux dans sa maison, dans sa nouvelle maison. Et c'était un pick-up pour écouter la musique. Vous savez ce que c'est? Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est déjà un objet de musée. On parle d'un objet de musée. On appelait ça des pick-up. Il était rock, avait des couleurs rock satin. Il y avait toutes sortes de brillants. Puis c'était très, très précieux. Et lui, il aimait ça, écouter ça. Il mettait des chansons, assez curieusement, des chansons de Johnny Cash, qu'il écoutait en boucle. Et sa femme aussi aimait beaucoup ça. Et la petite fille s'appelait Mireille. Elle était vraiment petite, là, on parle de... Elle devait avoir 4 ans. Et puis, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait parce que ça l'attirait, tous les enfants sont attirés par des choses brillantes. Elle était attirée par le pick-up. Elle n'avait pas beaucoup de choses de consommation dans la maison, c'est des chasseurs. Alors c'était la seule chose qui brillait dans la maison, ou qui était, enfin, un objet curieux. Et elle lançait le pick-up par la fenêtre. Donc elle le prenait, puis elle le poussait. Enfin, il était sur la table, il n'était pas loin d'une fenêtre. Elle le prenait, elle le poussait, puis il tombait en bas. Michel, mon ami, qui me montrait la langue, se relevait, allait chercher le pick-up, le remettait à sa place et continuait la conversation. Ça s'est fait 3 fois. Et à la fin, le pick-up était brisé. Complètement. Jamais il a fait référence au pick-up. Il m'a parlé tout le temps, il a continué. Jamais il s'est occupé de l'enfant, de son enfant. Et je me suis rappelé d'avoir lu dans combien de documents des missionnaires dans les temps anciens, dans les temps moyennement anciens, dans les temps récents, qui ont blâmé les Indiens pour le fait suivant: ne jamais réprimander les enfants.
Et ils allaient voir les parents et ils disaient, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous laissez les enfants mettre le feu aux tentes sans les réprimander? Et les parents disaient toujours, vous savez, il y a deux façons d'être au monde. Être un enfant ou être un adulte. Et être un adulte, c'est terriblement difficile. La vie est difficile, le travail est difficile, la fidélité est difficile à la vie. Vaincre... Alors, mais quand on est un enfant, on est vulnérable et protégé. On est vulnérable et protégé. Et on n'a rien à voir avec les soucis de l'adulte. Et il faut apprendre. Donc, ça ne sert à rien de réprimander un enfant. Parce que l'enfant va arrêter d'être un enfant à un moment donné, et là, il ne se pardonnera plus rien. Il va être obligé d'avoir une vie difficile. Alors, tant qu'il est un enfant, laissez-le s'amuser. C'est exactement le contraire des principes de l'éducation de la société occidentale. C'est exactement une collision frontale entre les missionnaires et les enfants et les Indiens. Donc, les Indiens ne touchaient pas leurs enfants, ne battaient pas leurs enfants, n'élevaient jamais la voix. Ni homme ni femme n'élevaient la voix en face d'un enfant. Parce qu'ils considéraient que les enfants, c'était une galaxie différente. C'est un monde différent. Ceci est un fait ethnographique. Ça a été vérifié partout en Amérique. Évidemment que les missionnaires ont combattu cette idée dans les pensionnats, dans les écoles. L'école réprimande, l'école... Moi, je n'ai pas été élevé chez les Indiens. Quand on était à l'école, on se faisait taper les doigts à coups de baguette. Je date de l'époque des communautés religieuses. Ils ne nous rataient pas. Avec la strap, et avec les baguettes et tout ça, on apprenait, puis tu avais affaire à marcher droit. Exactement le contraire. Maintenant, on a fait beaucoup dans le Grand Nord. On s'est modernisé, il y a une économie de développement, les Indiens ne sont plus sur le territoire, ni les Inuits d'ailleurs. Les Autochtones sont aujourd'hui entraînés dans le mouvement de la modernité. Complètement déroutés. Des sociétés en réserve indienne, malades, avec toutes les pathologies du monde. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on a observé, durant les 40 dernières années, ou les 35 dernières années, un renversement 360 degrés. 360 degrés. La violence est apparue. La violence interne est apparue. Et la violence s'est dirigée dans deux directions. Bon, dans plusieurs directions, en fait. La violence est multidirectionnelle. Mais on a vu apparaître ce qui n'existait jamais, le sacrilège absolu, la violence envers les enfants. Et on est devenu violent, irrationnel envers les enfants. Remarquez que la même chose avait été notée dans les deux bouts de la société, la même chose avait été notée, qu'il n'y avait pas de violence envers les vieux et les vieilles. Et ça aussi, c'est commencé maintenant. Ben, c'est pas commencé, c'est monnaie courante. Autrement dit, ces sociétés ont développé à l'interne, à l'intime, à l'interne, dans la famille, dans le village et toutes les petites communautés, des phénomènes pathologiques de violence. Et l'origine d'où? Elles fonctionnent comment? C'est quoi sa nature? Puis comment on peut l'endiguer? C'est un immense problème dans le Nord canadien actuellement. Évidemment, nous, on vit au Sud, on ne voit pas ces tragédies. Mais ces tragédies sont nationales. C'est une tragédie nationale actuellement. La violence envers les faibles, envers les femmes, envers les enfants, envers les vieillards, dans le Nord canadien. Ce raisonnement, vous pouvez l'appliquer dans toute société, dans tout univers. L'être humain, je vous l'ai dit au tout début, est une créature extrêmement complexe. Et cette créature est dotée de la conscience, est dotée de l'intelligence, est dotée d'une sensibilité intelligente. Donc, c'est ce qui fait sa complexité, c'est que nous avons un cadeau de grec. Nous avons eu un cadeau de grec. Nous ne sommes plus, nous sommes des animaux par le corps, nous sommes des animaux par le corps, par la biologie. C'est évident qu'on est des animaux et que nous obéissons au principe de biologie, puisque nous mourrons d'une part.
nous nous détériorons d'autre part, et nous avons des réactions parfois instinctives, animales. Mais nous avons cette couverture, cet aspect, cette dimension complètement différente, unique, qu'est la conscience d'exister et être conscient de ses gestes et pouvoir les évaluer. Ceci entraîne un processus extrêmement compliqué qui est l'évaluation morale de nos activités. Et autre processus qui est difficile. L'avez-vous remarqué? L'être humain est la créature la plus longue à se former, celle qui prend le plus de temps à se former. Et ça non plus, on n'attache pas d'importance, pas assez d'importance à ça. Très important. La période de vulnérabilité d'un être humain, c'est très très long. Je vous donne un exemple dans la nature, un des exemples les plus spectaculaires de longueur. Et ce n'est rien rapport à nous. Un animal qui devrait nous être familier, qui ne l'est plus malheureusement parce qu'on ne va plus dans le bois. On y allait jadis, mais aujourd'hui on a évacué le territoire complètement. L'ours noir. L'ours noir, la mère accouche de ses oursons qui sont si jolis en hiver, pendant qu'elle dort dans la tanière. Alors les enfants vont grandir ils vont rester avec elle. Pendant que le temps va s'y endormir, elle a accouché, puis elle va allaiter, puis là, ils vont tous sortir au printemps. Ils forment une petite bande, une maman, avec ses oursons. Les oursons, à la naissance, sont longs comme ça. Ça, c'est le gros ours noir que vous allez rencontrer dans 10 ans. Il commence comme ça, puis il est aveugle. Et là, la nature a prévu que la mère va devenir extrêmement maternelle. Donc, la nature a prévu que parce que les oursons ont une période de maturation qui dure 2 ans, ça va prendre 2 ans à faire un ours. Dans la nature, c'est beaucoup, là. Dans la nature, c'est énorme. 2 ans où l'ourson peut mourir s'il est laissé seul, s'il est agressé, si sa mère ne le défend pas, puis il n'en fait pas une obsession. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se mange des volets quand on marche dans le bois. Généralement, on croise une mère ours qui protège les oursons. Parce que normalement, un ours n'a rien à foutre avec vous. Sauf si la maman protège les oursons. N'allez jamais flatter un ourson pour vous faire plaisir. Vous allez avoir un gros souci. L'être humain, en comparaison, essayez d'imaginer. Nous venons au monde beaucoup trop vite. Et c'est un phénomène naturel étonnant. Nous, on est habitués, on regarde des bébés. Les femmes dans l'espèce humaine, les femelles, les femmes, ont été conditionnées pour aimer les bébés naissants. Pas les hommes. Moi, quand j'ai vu mon fils la première fois, la première seconde, là, pas pour vous dire, je ne l'ai trouvé pas. Il était mauve, en tout cas, il était bien magané. L'enfant est sorti magané. Je n'ai pas d'attrait, c'est pas un attrait, là, tu sais. C'est pas si beau que ça. Mais une femme va te dire, oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Okay, il est beau. Mais il n'est pas si. Il est sorti beaucoup trop vite. En fait, il est sorti quasiment 21 ans trop vite. Parce que là, il y a pour 21 ans avant qu'il atteigne sa maturité. Blaise Pascal disait, chez les gars, 25 ans. Là, si tu prends la chose au sérieux, tu as pris la chose au sérieux. Et c'est vrai que biologiquement, même, nous venons au monde trop vite. Tout nu, tout mouillé avec le cordon, vous coupez le cordon, ça prend déjà il faut déjà l'emmitoufler, ça prend, puis de toute façon, la mémoire immémoriale de l'humanité, c'est que c'est les moments critiques. L'enfant va mourir. Bien des enfants mouraient, jadis. Ils sont trop fragiles. Ils ne peuvent pas respirer, ils s'étouffent à rien. Ils attrapent toutes les maladies. C'est pas prêt pour vivre, ça. C'est pas prêt. Même le cerveau, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Même le cerveau n'est pas suturé. Essayez de vous imaginer. Faites la comparaison avec un petit bébé de dinde chevreuil, les petits Bambi de Walt Disney. Là. Ça, là, ça sort de sa mère, ça tombe sur ses 4 pattes. Ça tombe, ça se relève, c'est prêt dans la journée à se promener.
Ça reconnaît la queue de sa mère, la queue blanche, ça se promène, puis c'est prêt à courir pour se sauver. Imaginez-vous un bébé humain abandonné dans la première journée. Il n'y a pas d'espérance de vie, il y a zéro d'espérance de vie. Nous sommes extrêmement fragiles pendant très longtemps. Et nous avons développé dans toutes les langues du monde, dans toutes les visions du monde, dans toutes les cultures du monde, nous avons développé des stratégies pour protéger ces enfants, pour les protéger de tous les dangers de l'ennemi, les dangers du froid, les dangers de la famine. On a tout fait. Les êtres humains vivent une bonne partie de leur vie occupés à d'autres êtres humains. Pardon. J'en arrive au point central de ma présentation, très courte, je vous le rappelle. Très courte, puisque déjà bientôt, il faut que j'amorce mon approche finale. Mais pour vous dire que toute la stratégie de l'être humain a été une approche de communauté, de service et de don. Ces enfants, ce que l'être humain a développé, c'est l'amour des enfants. Aimer les enfants. Les aimer en général, les aimer de façon abstraite, les aimer de façon concrète, les aimer de façon précise. Ce sont nos enfants, décrétés par les sociétés comme étant le bien le plus précieux. Nous allons les défendre des ennemis, et comme je vous l'ai dit, de toutes les agressions. Parce que nous voulons, pendant une longue période, que cet enfant soit au chaud, que cet enfant soit au sec, que cet enfant soit alimenté. Et le cas échéant, on entre dans des domaines les plus délicats, que cet enfant soit enculturé, élevé. Vous vous imaginez la complexité du processus. Ce n'est pas un détail. On ne laisse pas un enfant à lui-même, sans l'enculturer, sans le nourrir d'aliments, mais sans le nourrir de mots, sans le nourrir d'images, sans le nourrir de contes, sans le nourrir d'affection, d'amour, etc. Dans un monde idéal, des milliards d'enfants seraient alimentés totalement, bien gardés, par une humanité en plein contrôle de ses moyens. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Nous avons failli dans bien des domaines. Et ça, je parle à l'échelle de la planète. Il est un scandale historique innommable qui fait que des enfants ne mangent pas leur faim sur la planète Terre en 2012. C'est l'histoire nous jugera avec tous nos moyens économiques et techniques. Ça devrait être une urgence de l'ONU qu'au moins il n'y ait pas d'enfants qui meurent de faim. Or, qu'observons-nous en 2012, comme on observait en 1972, qu'on a observé depuis longtemps? Des enfants qui ne mangent pas. Des enfants qui n'ont pas de soins. Des enfants qui vont mourir. Des enfants qui n'ont pas de vie, donc qui n'ont pas d'espérance de vie. Cet échec est moralement impardonnable. Mais vous pouvez décliner. Ça, c'est à un niveau qui est planétaire, donc ça ne nous concerne pas. Donc, on regarde ça à la télévision la nuit, ou on regarde ça quand ils font des campagnes, quand on fait des campagnes. Mais vous pouvez le décliner, puis le décliner jusqu'à devenir très, très intime. Nos rapports à nos enfants, notre société, l'éducation, nos familles. Je termine en vous disant que rien n'est gagné, rien n'est acquis, et nous n'avons encore rien établi pour de bon. Nous n'avons pas le modèle. Nous sommes même débordés par tous les fronts. Et la vigilance est de mise. La surveillance est de mise et un travail continu. D'ailleurs, nous sommes dans un contexte d'un travail continu sur soi, sur la communauté, sur la culture, sur l'avenir. Et à propos de l'avenir, ça concerne l'éducation. Ça concerne l'éducation, on en a entendu parler depuis 1 an à propos des frais de scolarité. On n'a pas entendu parler au niveau des contenus des valeurs. Il n'y a pas de débat là-dessus.
On forme des enfants pourquoi? Quelles seront leurs valeurs? Ils vont travailler pour qui? Quel amour ils vont donner? Quel monde ils vont améliorer? Quelle est la structure de leur orientation? Est-ce qu'elle est individuelle, angoissée, passionnée, ethnocentrique, égocentrique? Est-ce qu'on vérifie toutes ces choses-là? Quand on forme des techniciens, quand on forme des économistes, quand on forme des ingénieurs, quand on forme des médecins, est-ce qu'on forme des humains? Des humains dans l'ensemble. Alors, l'espoir de la société, c'est de se réparer partout et de créer des meilleurs humains tout le temps. Et ça nous concerne tous. Ça nous inclut tous. Aimons-nous nos enfants assez pour les définir comme étant notre bien le plus précieux, comme les Indiens faisaient jadis. Enseignement des Autochtones. Aimons-nous nos enfants assez pour dire ils sont si précieux que nous allons tout faire, tout le temps et à chaque seconde, tout faire pour faire en sorte que nous créons, nous allons les former, les protéger et créer un monde nouveau, un monde, je dirais, mature et un monde désangoissé, un monde qui prend l'ensemble de ses possibilités. À chaque génération, et je conclus là-dessus, à chaque génération, depuis des temps très anciens, depuis des milliers d'années, il y a eu ce rêve que nos enfants seront meilleurs que nous, que nos enfants vont réussir là où on a failli. Ça a été le cas de mes parents, ça a été le cas de leurs parents, c'est le cas, moi, par rapport à mes enfants, ça va être le cas des enfants. On veut toujours y arriver. Y arriver, c'est-à-dire créer un monde de maturité, d'harmonie. Un monde qui nous ressemble du bon côté des choses, du bon côté de l'humain. Parce que l'humain est aussi bon et capable qu'il peut être terrible à lui-même. Merci beaucoup.